Ok, donc nous sommes d'ores et déjà enregistrés, nous sommes également en live sur Facebook, ce qui va permettre aussi aux personnes qui nous suivent via ce réseau social de poser leurs questions. Donc je remercie d'ores et déjà les personnes qui vont faire remonter les questions de ce public-là. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue lors de cette nouvelle conférence du projet Lieu de mémoire intitulée Les mémoires oubliées. Le projet Lieu de mémoire, pour faire un rapide rappel, c'est un projet qui court sur l'année 2020 et 2021, qui à la base commémore les 170 ans du premier conflit franco-allemand de l'histoire moderne, le conflit entre l'Empire français, enfin, le Troisième Empire, et la Prusse, devenue plus tard l'Empire allemand, justement à l'issue de la défaite française. Et donc, le but de ce projet est vraiment de sensibiliser le public le plus large possible aux différents devoirs de mémoire, aux différentes formes que prend la mémoire. Donc, ça peut très concrètement se matérialiser par des visites scolaires, donc des visites d'écoles sur des lieux de mémoire, comme par exemple le mémorial des Alsaciens et des Mosellans à Schirmeck, ou bien l'ossuaire de Douaumont près de Verdun, et ainsi pas mal de lieux de mémoire sur toute la région du Grand Est, parce que c'est un projet qui concerne notre région. Ça peut également se matérialiser par des conférences comme celle ici ce soir, qui abordent des aspects très spécifiques de la mémoire, parfois complètement oubliés par le débat public français et européen, mais qui n'empêchent pas une vraie réflexion, aussi bien historiographique que scientifique, et ce qui implique qu'il ne faut surtout pas oublier ces différents aspects. Il y a également des implications médiatiques, puisque nous rédigeons des articles, nous faisons des vidéos, nous faisons des différentes émissions de radio par rapport à ces thématiques-là. Et donc, encore une fois, c'est important de toucher un public très large pour ainsi éviter que cette mémoire-là ne tombe dans les oubliettes de l'histoire. Donc ce soir, nous allons vraiment nous focaliser sur un certain nombre de mémoires oubliées. Donc qu'est-ce qu'on appelle mémoire oubliée? C'est la question. C'est vrai qu'en France, il y a un certain nombre de paradigmes liés à la mémoire officielle. On peut, alors comme dirait Johan Michel, qui est un auteur spécialisé, on peut en distinguer deux des paradigmes. Le premier paradigme étant le paradigme du 11 novembre, c'est-à-dire vraiment la mémoire rendue aux poilus, ainsi qu'à tous les soldats français qui ont donné leur vie durant une guerre, a fortiori victorieuse comme celle de la Première Guerre mondiale. Et il y a un deuxième paradigme qui est celui de la Shoah, c'est-à-dire on rend hommage aux victimes d'actes de cruauté, parfois sous la responsabilité de l'État français, mais ça a été reconnu seulement bien des décennies après les événements concernés. Mais bien évidemment, ces deux paradigmes ne sauraient comprendre l'ensemble des thématiques liées à la mémoire en général. Et donc, c'est pour ça que nous nous sommes permis, les Jeunes Européens Strasbourg, donc porteurs du projet Lieu de mémoire, d'inviter trois intervenants de ce soir qui vont nous expliquer certains aspects de cette mémoire dite oubliée. Donc, je vais commencer par présenter Madame Tarot, Christelle Tarot, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes historienne et féministe, spécialiste de l'histoire contemporaine du Maghreb, ainsi que de l'histoire des femmes, du genre et de la sexualité dans un contexte colonial. Vous avez notamment écrit un livre qui s'appelle « La prostitution coloniale Algérie, Tunisie, Maroc entre 1830 et 1962 », donc sur une période de temps extrêmement longue, avec beaucoup de documentation, beaucoup de différents liens vers une bibliographie très riche. Et ce soir, vous allez nous parler plus spécifiquement des rapports entre les soldats indigènes au XXe siècle, avec notamment tout ce qui est aspect mémoriel dans le cadre d'une mémoire complètement oubliée, notamment en métropole. Ensuite, nous avons Armelle Mabon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes professeure, enseignante-chercheuse en fait, à l'Université Bretagne Sud, donc à Lorient. Vous êtes spécialiste des colonial studies, comme on dit outre-Atlantique. Vous avez également écrit un livre qui s'appelle « Prisonniers de guerre indigènes, visage oublié de la France occupée ». Donc vous parlez notamment des soldats coloniaux qui ont été faits prisonniers par les Allemands et qui, contrairement aux soldats français, sont restés en France occupée dans ce qu'on appelait des Frontstalags. Donc en France occupée, il y en a eu jusqu'à 22 de ces camps-là, qui ont interné environ 70 000 personnes au plus fort de la guerre. Et donc, vous expliquez notamment quels sont les rapports complexes que ces soldats indigènes entretenaient avec leurs geôliers, mais également avec la population locale. Et donc, ce soir, vous allez plus nous parler spécifiquement du massacre de Thiaroye au Sénégal en 1944. Il s'agit d'un massacre qui a fait entre
entre un certain nombre de morts. En tout cas, le bilan n'est pas, le bilan est assez univoque en fonction des sources politiques. Donc, ce sont des tirailleurs sénégalais qui ont été assassinés par les troupes coloniales françaises suite à une rébellion par rapport au paiement des soldes. Donc, vous allez plus spécifiquement nous parler des tenants et des aboutissants de cette période, encore une fois largement inconnue, notamment en France métropolitaine. Et enfin, nous avons Madame Christine Cadeau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes également maîtresse de conférences de sciences politiques à l'Université de Paris 8 à Saint-Denis. Vous êtes spécialisée dans tout ce qui est les enjeux de mémoire européenne, en tout cas de l'intégration européenne en général, ainsi que des enjeux mémoriaux aux États-Unis. Et vous avez également rédigé un certain nombre de publications sur les mémoires collectives en Europe, ainsi qu'aux États-Unis, et notamment à Charlottesville. Donc, merci encore toutes les trois pour avoir accepté notre invitation. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner la parole. Je me permets juste de me présenter. Je m'appelle Théo Boucard, je suis vice-président des Jeunes Européens en charge de la stratégie média. Et donc, encore une fois, je serai le modérateur de ce soir et je suis extrêmement ravi de vous avoir aussi nombreux ce soir, aussi bien sur Zoom que sur Facebook Live. Alors, mesdames, pour commencer, vous allez nous faire un petit aperçu des différents thèmes et les différents sujets que vous allez aborder ce soir. Je me permettrai de commencer par Madame Tarot, qui va nous faire une présentation sur les rapports entre soldats indigènes au XXe siècle. Donc, vous disposez d'un certain nombre de documents visuels et je me permets à présent de vous donner la main afin de partager votre écran. C'est bon. Alors, en fait, la commande qui m'avait été faite était plutôt une commande autour de la question de la sexualité. Donc, comme vous avez précisé, je suis spécialiste. Et bien évidemment, il est assez logique de dire que la question de la sexualité ne fait pas vraiment partie de la mémoire publique valorisée dans les discours publics, les événements mémoriels, etc. Donc, c'est même pas une mémoire oubliée, c'est une mémoire qui n'existe pas en réalité publiquement. Elle existe parfois dans certains travaux historiques. Elle existe dans l'historiographie, elle existe bien sûr dans la mémoire des soldats qui ont eu accès à ces questions d'organisation sexuelle, mais bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est en général valorisé, et c'est parce que ce n'est pas valorisé que c'est aussi intéressant de la questionner et de voir comment est-ce que ça peut être un enjeu finalement assez important de la présence des différents soldats coloniaux dont je vais parler maintenant. Donc, ma communication de ce soir s'intitule « Armée, sexualité et prostitution ». Et donc, il s'agit d'interroger cette question au travers des soldats coloniaux de la Grande Guerre, disons, jusqu'à la guerre d'Algérie. Mais comme c'est énorme, je vais me centrer sur 3 moments dont je vais parler un petit peu plus tard. D'abord, en introduction de ma présentation, je voudrais dire que tout au long du Second Empire colonial français, donc qui commence avec la conquête de l'Algérie et qui se termine avec la fin de la guerre d'Algérie, donc 1830-1962, la France a toujours utilisé des soldats coloniaux pour faire la guerre. Et d'ailleurs, elle en a utilisé aussi dès la guerre dont vous avez parlé dans votre introduction, c'est-à-dire la guerre franco-prussienne. Donc on sait qu'il y a des soldats coloniaux très tôt, dans les conflits français, et notamment parce que pour des raisons historiques et démographiques, bien sûr, le pays est en manque d'hommes. Et ce manque d'hommes pour faire la guerre, il est ancien, puisqu'il remonte au moins aux guerres révolutionnaires et napoléoniennes. Pour ce qui concerne la Première Guerre mondiale, le débat il est lancé par le général Mangin dans les années 1909-1910. Et Mangin s'intéresse notamment à la nécessité de mobiliser ce qu'il appelle la force noire. Et cette force noire, ce sera essentiellement les tirailleurs sénégalais dont nous parlera ensuite Armel Mabon. Et bien sûr, pour mobiliser ces soldats, qui, je le rappelle, ne sont pas citoyens, or en France, le fait de servir son pays militairement est lié à la citoyenneté. Donc la grande majorité de ces soldats ne sont pas citoyens. Donc, on va mettre en place, évidemment, une conscription obligatoire dès 1912 à travers 2 décrets. Et c'est ça qui va permettre d'accéder à ce vaste réservoir d'hommes qui nous intéresse évidemment beaucoup.
Donc cette utilisation des hommes de l'Empire, dans ce qu'on appelle à l'époque l'impôt du sang, dans tous les conflits armés, on les retrouve bien sûr pendant les 2 conflits mondiaux, mais aussi pendant les opérations de, entre guillemets, maintien de l'ordre qui peuvent parfois et souvent dégénérer en conflits de décolonisation, comme ce fut le cas par exemple en Algérie. Mais pour rappel, la France a fait 3 guerres de décolonisation, en Indochine d'abord, au Cameroun français, puis en Algérie. Donc j'ai mis évidemment les références chronologiques au cas où elles ne seraient pas connues. Et dans le cadre de ces conflits, si on peut voir apparaître une certaine fraternité des armes sur le terrain martial, dans certains contextes, à certains moments des guerres, on le voit d'ailleurs dans les archives souvent, ce qu'on constate, c'est que cette fraternité des armes, elle aboutit rarement, pour ne pas dire jamais, à une égalité de traitement entre soldats issus des métropoles et soldats venant de l'Empire. Et ceci, à mon avis, est particulièrement vrai. Cette inégalité de traitement est particulièrement visible justement quand on s'attache à la question de la sexualité, qui a toujours été une question centrale pour l'armée, pas seulement d'ailleurs dans les contextes coloniaux, puisque l'armée a toujours organisé, en fait, dans le cadre de ses campagnes militaires, un système de bordel militaire de campagne, fixe ou itinérant, qui avait plusieurs objectifs. Le premier, bien sûr, c'était de limiter les contaminations vénériennes. Je rappelle que la syphilis fait extrêmement peur jusqu'à ce que la pénicilline soit massivement produite après la Deuxième Guerre mondiale, afin aussi d'éviter ce que les militaires appellent les proximités sexuelles inhérentes aux univers unisexués. C'est joli comme expression. En fait, c'est pour éviter qu'il y ait des relations sexuelles entre hommes, ce qui est toujours problématique, qu'elles soient homosexuelles ou qu'elles soient juste le produit de la situation, disons. Et puis, l'objectif de tout ça, c'est de prendre en charge ce que les militaires appellent le repos du guerrier, et ceci est intégré dans ce qu'on trouve d'ailleurs dans les archives, l'action psychologique en faveur de la troupe, ce que les anglophones appellent les Rest and Recreation Facilities. Mais le problème essentiel, c'est que s'il est entendu que, comme on le dit souvent, les hommes seront toujours des hommes et qu'ils doivent pouvoir disposer de femmes pour leur confort sexuel, il n'est pas moins acquis que dans les contextes racialisés, toutes les femmes ne doivent pas être mises à la disposition de tous les hommes. C'est donc là qu'il y a une inégalité de traitement entre soldats qui me semble intéressante à expliquer. Ceci est lié, et c'est ma première idée importante, au fait de sanctuariser les femmes blanches. Et j'emploie le terme sanctuariser à juste titre, évidemment. Puisque le droit du conquérant se matérialise en effet dans sa propension à accaparer les femmes des autres et à protéger de manière obsessionnelle ses propres femmes, entre guillemets. Ce droit de possession-propriété que les hommes pensent avoir sur les femmes, en particulier dans les régimes patriarcaux classiques, est aussi bien sûr très présent dans les contextes coloniaux qui sont marqués par l'appropriation réelle et symbolique des femmes décolonisées, ce qu'on pourrait définir comme un droit au coït inscrit dans le régime masculiniste de la conquête même, droit au coït qu'on retrouve d'ailleurs dans les archives stricto sensu. Et à contrario, comme je l'ai dit, par une sanctuarisation des femmes blanches / européennes qui sont évidemment interdites aux hommes colonisés, puisque là, les lignes raciales croisent évidemment les lignes sexuelles. Du coup, on voit bien que la sexualité interraciale associant un homme issu d'un monde colonisé avec une femme venant de métropoles ou des sociétés coloniales européennes est évidemment en même temps tabou et impensé. Mais bien que tabou et impensé, en l'occurrence, il faut quand même s'occuper de cette question, parce que ce n'est pas une question anecdotique en réalité, évidemment. Et pour exemplifier ça, j'ai choisi trois exemples, 3 entrées, parce que le sujet est tellement énorme que c'est difficile de le traiter de manière exhaustive. Et j'ai souhaité parler d'abord de ce qu'on a appelé la honte noire, parce que d'abord, nous sommes dans une conférence des jeunes Européens, n'est-ce pas? Donc, ça permet aussi de parler de l'Allemagne. Et c'est tout à fait une entrée intéressante dans le sujet qui nous intéresse,
notamment quand on utilise le travail de l'historien Jean-Yves Le Naour, hein, qui a bien montré en fait à quel point les Allemands avaient été extrêmement choqués pendant l'occupation de la Ruhr en 1923 et 1924, donc l'occupation qui suit la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, par ce qu'ils appellent la barbarie noire, entre guillemets. Et cette barbarie noire, et c'est très intéressant, elle se fixe dans le thème récurrent du viol de femmes allemandes par des hommes, qui sont essentiellement des hommes noirs, présentés comme des sauvages, entre guillemets, aux pulsions sexuelles incontrôlables. Et c'est cette honte noire qui est alimentée par la presse nationaliste allemande de manière extrêmement forte, qui présente en fait les hommes, en particulier les tirailleurs sénégalais, associés à une virilité animale, violente et perverse. Elle fait l'objet d'une comment dirais-je, d'une communication idéologique extrêmement forte. Et d'ailleurs, ça va conduire l'armée française à retirer ses troupes de la zone d'occupation. Au lieu de défendre les soldats qui sont globalement injustement accusés, eh bien, on va choisir de les retirer de la zone d'occupation pour essayer de pacifier la situation avec les Allemands. Et derrière ça, il y a une autre chose qui me paraît intéressante, derrière la critique allemande, c'est l'idée que les Français, qui sont aveuglés par leur haine viscérale, entre guillemets, du Boche, qui est considéré comme le véritable sauvage à ce moment-là, eh bien, les Français vont nuire au prestige de la race blanche et donc à l'hégémonie européenne dans le monde colonial en permettant à leurs soldats colonisés de s'approprier des femmes allemandes. Donc, on voit bien que la sexualité, elle est au cœur des questions nationales et au cœur des questions coloniales qui sont elles-mêmes extrêmement liées. Cette image de la honte noire, elle va durablement impacter l'imaginaire collectif allemand. Et c'est d'ailleurs ce qui explique probablement en partie, mais je pense que Armelle pourrait mieux en parler que moi, le traitement épouvantable que les soldats noirs de l'armée française vont connaître pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment à partir de la défaite française en juin 1940. Et pour illustrer ça, j'ai mis cette image qui me paraît extrêmement symptomatique, symbolique de ce que je veux dire, qui montre ce tirailleur sénégalais avec des traits extrêmement animalisés, quasi simiesques, et le dos de la médaille, de la pièce, c'est un immense phallus sur lequel une femme allemande gît attachée après avoir été violée par ses soldats. Donc on voit qu'il y a vraiment un travail idéologique extrêmement fort qui est fait à ce moment-là. Ce n'est pas du tout quelque chose d'anecdotique, c'est quelque chose qui est très puissant. Mon deuxième exemple est un exemple tiré d'un film, en l'occurrence le film de Rachid Bouchareb, où la question sexuelle n'est pas du tout anecdotique, malgré ce qu'on pourrait imaginer. Donc là, on change de guerre, on est pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film de Rachid Bouchareb est sorti en 2006. Il a donné lieu à une immense polémique autour de la question des soldes et des pensions. Ça aussi, je vais déléguer ce problème à Armelle à nouveau. Puisque j'ai du mal à traiter, hop, je délègue à la suivante. Mais ce qui est intéressant dans le film, je voudrais prendre juste deux exemples. La première scène du film, donc nous sommes au Maroc en 1943. On est en pleine période de recrutement des goumiers et un officier s'adresse en fait aux hommes qui viennent d'être recrutés. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit: je sais que vous, les Aït Tetcherouem, les montagnards, vous êtes les meilleurs combattants de l'armée française, bien meilleurs que toutes les autres tribus berbères, et vous le montrerez. Maintenant, attention, sur le territoire ennemi, la razzia est autorisée pour la popote, mais pas touche aux femmes, sinon vous serez fusillés. Et en France, pas de razzia, c'est chez nous, la mère patrie. Donc en France, on ne parle même pas de la possibilité d'avoir la moindre interaction, y compris violente, avec des femmes. C'est absolument tabou et interdit. Le problème, c'est que dès l'engagement des hommes, on se rend compte que les choses ne se passent pas du tout comme ça.
Et j'ai voulu ici vous mettre une citation d'un document militaire datant du 17 septembre 1944 qui est très révélateur en fait de la situation. Voilà ce que le document dit. Nos musulmans, notons, ont trouvé dans toutes les villes et villages de nombreuses filles complaisantes. Ces contacts, souvent très poussés, qui sont prouvés par les correspondances qui s'ensuivent, ne manqueront pas de transformer l'idée que se faisaient les musulmans nord-africains de la française. Notre prestige en souffre, et de retour en Afrique du Nord, ces indigènes parleront de leur succès féminin facile, leurs prétentions seront donc plus grandes, et leur état d'esprit s'en ressentira beaucoup. Donc, là encore, on voit que la question de la sexualité est tout à fait centrale. Et d'ailleurs, le film le montre bien, puisque pendant le débarquement en Provence, en août 1944, à Marseille, eh bien, l'un des héros du film, Messaoud, va avoir une relation assez belle d'ailleurs avec une Française, Irène, qui va beaucoup compter pour lui et qu'il avait d'ailleurs le projet d'épouser. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les militaires, au travers du service de censure, notamment de censure des correspondances, eh bien, s'opposent d'une manière extrêmement forte, en fait, à l'existence tangible de ces relations. Et on le voit parce que dans l'une des scènes du film, qui est très émouvante, scène qui se passe dans le bureau de la censure militaire, justement, eh bien, un homme est en train de lire une lettre, et cette lettre, c'est une lettre qui est envoyée à Messaoud, de Messaoud à Irène. Et voilà ce qu'il dit. Il dit « Écoute ça, quand la guerre sera finie, c'est Messaoud qui parle, quand la guerre sera finie, je reviens à Marseille, Irène. Je t'envoie beaucoup de baisers. Toujours je pense à toi, le jour, la nuit, Messaoud. » Et le soldat dit « C'est beau, non ?» La femme répond « On dirait une chanson. » Et que fait l'homme? Eh bien, il appose un cachet sur la lettre, et ce cachet porte le mot de censure. Et la lettre, elle est gardée dans les services de la censure militaire, et elle n'arrivera évidemment jamais à Irène. Et ce n'est pas seulement une question de fiction, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les archives et qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans les témoignages des soldats qui se sont souvent plaints de ne plus avoir de nouvelles des femmes avec lesquelles ils étaient entrés en interaction, que ces interactions soient amoureuses ou qu'elles soient sexuelles ou qu'elles soient les deux, pourquoi pas. Donc ça, c'est l'affiche du film, et Messaoud, c'est le personnage le plus à gauche. Et puis, pour finir, je voudrais parler des prostituées indigènes pour soldats indigènes, si j'ose dire, parce que pour s'opposer à ces relations, jugées non conformes à l'ordre sexuel et à l'ordre racial, l'armée va développer un vaste réseau de BMC, comme je l'ai dit, qui est alimenté seulement par des femmes dites indigènes. Il n'y a pas d'européennes dans le système des bordels militaires de campagne. Et ces bordels militaires de campagne ont été pensés pour les soldats coloniaux, mais aussi pour les soldats métropolitains, puisque dans l'autre sens, les femmes ne sont pas sanctuarisées. Et d'ailleurs, les femmes sont très largement partagées, en fait. Donc, j'ai mis plusieurs documents ici que je trouve intéressants. Par exemple, cette photographie prise à Mogador en 1900, à Souk Djema'a, pris en 1914, qui montre justement un soldat avec une prostituée de BMC. Hein. Et puis, deux autres exemples archivistiques. Du côté gauche, un télégramme. Donc ça, c'est les télégrammes que le service qui gérait les déplacements de prostituées envoie en fait au commandement central pour faire venir un BMC. Donc là encore, on voit que c'est complètement intégré dans le système militaire, qu'il soit d'ailleurs un système militaire en guerre ou un système militaire civil. Et puis à côté, une carte postale parmi des milliards d'autres qui présente donc le BMC comme une institution militaire. Hein, et donc on voit d'ailleurs ici que si les femmes sont locales, les hommes sont de plusieurs origines. Tout à fait à droite, on voit le grand tirailleur sénégalais présenté, et de l'autre côté, un Marocain, un goumier marocain et un tirailleur sénégalais à droite et à gauche de l'image.
Et pour finir, parce que j'aime bien incarner en fait l'histoire que je raconte, je voulais juste dire 2 mots de Fatma bin Salah, ou Fatma Kbash, qui est l'une des rares prostituées de cette histoire que j'ai rencontrée, qui est marocaine, qui vivait dans le Haut-Atlas, qui a d'ailleurs vécu pratiquement toute sa vie dans le Haut-Atlas marocain, si on accepte un moment très précis de son histoire où elle a été recrutée dans un BMC par un officier français pour tenir compagnie aux tirailleurs marocains engagés dans la guerre d'Indochine. Et cette femme, qui a été donc une, entre guillemets, combattante, elle a été incorporée au premier tabord. Le premier tabord, c'est une compagnie de goumiers le 14 juin 1950. Elle a embarqué sur un bateau à Alger. Et puis, elle est arrivée, elle a accosté à Haiphong. Et ensuite, elle a suivi, en fait, avec son BMC, l'ensemble des actions militaires qui ont été menées par le groupe auquel elle était adjointe. Donc, elle a été à Hanoï, à Haiphong, à Duang, Set Pagode, Langson. Et finalement, elle a été blessée au poste de Dang Ben le 9 janvier 1952, ce qui normalement était impossible puisque les BMC, même lorsqu'ils suivaient les troupes, ne devaient pas être sur des zones de front. Et en Indochine, pour des raisons complexes que je ne peux pas expliquer là, en fait, il se trouvait que les femmes étaient vraiment avec les hommes, quasiment sur les zones de front, ce qui explique qu'elle a été blessée avec l'unité combattante dans laquelle elle se trouvait. Elle est blessée le 9 janvier 1952, très gravement, et elle va se retrouver à l'hôpital d'Hanoï, et c'est de là qu'elle va ensuite être rapatriée. Pourquoi est-ce que je parle de Fatma? Parce que Fatma, en fait, ce que je vous ai mis ici, c'est à ma connaissance la seule prostituée qui a mis en place une action dirigée vers les militaires français pour obtenir une pension. Et je vous ai mis ici le dossier militaire, son dossier militaire que j'ai demandé, que nous avons récupéré avec elle, où tout est indiqué, en fait, tout ce qu'elle dit est tout à fait indiqué, reconnu par l'armée. On voit même qu'elle est pensionnée, en fait, elle est pensionnée par l'armée parce qu'elle a été, elle a obtenu une médaille militaire parce qu'elle est considérée comme une combattante, entre guillemets. Mais bien sûr, on peut imaginer que Fatma n'a pas obtenu la pension demandée. Comment pourrait-elle l'obtenir d'ailleurs alors que les soldats eux-mêmes, les soldats coloniaux eux-mêmes ont eu tellement de problèmes avec leurs soldes et leurs pensions. Elle est d'ailleurs morte en 2017, malheureusement, sans avoir obtenu gain de cause. Mais je voulais quand même parler d'elle, parce que quand on parle des soldats coloniaux, on parle toujours des hommes et on oublie aussi les nombreuses femmes qui participent aux guerres d'une manière ou d'une autre. Fatma en Indochine, mais on pense aussi aux prostituées indochinoises, marocaines, algériennes qui se trouvaient aussi dans la cuvette de Dien Bien Phu. Voilà, donc je termine sur la question des soldes et des pensions, et du coup je fais la transition naturelle avec la communication d'Armel Mabon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Tarot, pour cette présentation extrêmement intéressante de toutes ces personnes. Donc, c'est bien aussi de personnaliser, de personnifier ces différentes choses. Donc, d'ores et déjà, je vais passer la main à Madame Mabon, qui va se focaliser sur un aspect assez particulier de l'histoire coloniale, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en France et également de l'histoire de la mémoire, qui est le massacre de Tiaroy. Donc, je me permets, Madame Mabon, de vous donner la parole. D'ores et déjà, je vais également partager mon écran afin que nous puissions voir les documents que Madame Mabon a apportés. Vous pouvez mettre la première photo. Voilà, celle-là. Voilà, je la mets en plein écran. Oui, si vous pouvez la mettre en plein écran, ce serait mieux. C'est bon là? Oui, oui. Bon, eh bien, oui, enfin, je vais évidemment parler un petit peu des soldes, puisque c'est le fond du problème par rapport au massacre de Tiaroy. Alors, je voudrais quand même préciser que c'est beaucoup plus facile de parler du massacre, par exemple, de Chasselet par les Allemands, l'ennemi allemand, que d'évoquer le massacre de Tiaroy qui a été commis par l'armée française.
donc le 1er décembre 1944. D'ailleurs, je nomme massacre, mais officiellement, même s'il y a un glissement sémantique vers la reconnaissance du massacre, mais officiellement, c'est toujours pas nommé un massacre. Hein. Mais je pense que bon, ça commence à être relayé maintenant de plus en plus, même par le gouvernement français ou par des parlementaires, comme étant un massacre. Alors, je vais donc évoquer ce massacre de Thiaroye, donc, qui a eu lieu le 1er décembre 1944. Mais je vais plus peut-être évoquer une tentative que j'espère vaine de la négation d'une ignominie, avec l'histoire de ces hommes jeunes qui étaient donc originaires de l'Afrique occidentale française et qui ont été mobilisés en 1939, qui ont été faits prisonniers par les Allemands et qui ont passé 4 longues années de captivité en France, sachant que certains se sont évadés et ont rejoint la résistance, notamment les FFI. Vous avez évoqué, enfin, je ne vais pas revenir sur cette histoire parce que ça serait beaucoup trop long, mais vous pouvez donc voir le livre Les prisonniers de guerre indigènes, visage oublié de la France occupée, pour en savoir un petit peu plus sur cette histoire singulière. Donc, à la Libération, vous voyez, je passe très vite sur la captivité. À la Libération, la direction des troupes coloniales a souhaité les rapatrier. Alors, je ne parlerai bien sûr que des tirailleurs sénégalais. Donc, elle a souhaité les rapatrier assez rapidement sur leur territoire, en Afrique occidentale française, donc. Et un des premiers contingents a quitté Morlaix sur un navire britannique, le Circassia, le 5 novembre 1944. Alors, cette date est très importante, vous verrez par la suite pourquoi. Donc, et il est arrivé donc à Dakar le 21 novembre, après une escale à Casablanca. L'escale de Casablanca est aussi importante pour comprendre ce qui s'est fomenté autour de cette escale. Et ils ont donc été acheminés à la caserne de Thiaroye pour être démobilisés. Je signale, c'est important, ils n'étaient pas démobilisés en quittant la métropole. Ils devaient tous être démobilisés, donc en tant qu'ex-prisonniers de guerre à la caserne de Thiaroye. Alors, dans les archives qui sont consultables, que ce soit au service historique de la défense ou aux ANOM, les archives nationales de l'outre-mer, nous faisons face à un récit officiel. Donc, ce récit, avec les rapports des officiers, des différents échanges de courriers avec notamment le gouverneur de l'AOF, etc., nous avons donc un récit officiel d'une rébellion armée avec des revendications de ces ex-prisonniers de guerre qui sont illégitimes, notamment pour le paiement des soldes de captivité, avec donc un bilan de 35 morts, 35 blessés et 34 condamnations jusqu'à 10 ans de prison pour ces mutins avec dégradation militaire. Voilà. Alors, dès le début des années 2000, j'ai eu un doute sur la véracité de ce récit pour différentes raisons. Et en fait, quand François Hollande, en 2012, a fait son premier discours sur la terre africaine en tant que président de la République, à ma grande surprise, il a évoqué le massacre de Thiaroye, que personne ne connaît, voilà, donc c'était pour moi une grande surprise, avec la promesse de donner au Sénégal toutes les archives que la France possède. Donc là, j'ai été un peu tétanisée et du coup, j'ai décidé de reprendre intégralement la fouille des archives, que ce soit au service historique de la défense et aux ANOM, parce que là, je pouvais prendre des photos, puisque quand j'ai commencé au début des années 2000, il n'y avait pas encore une dérogation, je ne pouvais pas prendre des photos, il y avait donc une interdiction. Donc, et c'est en 2014 que le mensonge d'État m'a sauté à la figure, en quelque sorte. Donc, il n'y a jamais eu de rébellion armée, il n'y a pas eu de mutinerie. Au final, c'est un massacre prémédité, donc des troupes coloniales, mais de l'armée française, donc,
avec la spoliation des soldes de captivité. Alors, je veux bien si vous pouvez passer la photo numéro 2. Voilà. Donc, il faut savoir que dans la réglementation qu'on trouve avec un peu de difficulté, mais enfin bon, il y avait une circulaire d'octobre 1944 qui donnait les dispositions précises pour ces ex-prisonniers de guerre. Donc, ils devaient percevoir un quart de leur solde avant de quitter la métropole et les 3 quarts restants, justement, au moment de la démobilisation, donc en l'occurrence à la caserne de Thiaroye. Or, j'ai trouvé cette circulaire qui date du 4 décembre 1944, soit 3 jours après le massacre. C'est une circulaire qui a été émise par le ministère de la Guerre du gouvernement provisoire, dont le chef était donc le général de Gaulle. Et il y a une petite note de bas de page qui est extrêmement importante, c'est la note numéro 2, où donc le ministère de la Guerre indique que le contingent qui a quitté la France le 5 novembre 1944 a perçu l'intégralité des soldes de captivité. Donc moi, en lisant ça, là, j'ai compris que je faisais face à un mensonge d'État, puisque bien évidemment, ces hommes n'ont absolument pas perçu l'intégralité des soldes. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait une diminution du nombre de rapatriés. J'ai trouvé donc dans les archives au Sénégal une fiche de renseignement qui fait croire que 400 hommes ont refusé de monter, de réembarquer à l'escale de Casablanca. Et au final, il se peut que ce nombre de 400 hommes corresponde au nombre de victimes. Donc, vous voyez, entre 35 et 400, il y a une sacrée différence, sachant que François Hollande est passé de 35 morts à 70 morts entre 2012 et 2014. Donc, j'ai donc remarqué aussi que le procès avait été mené à charge, que les hommes n'avaient jamais été enterrés dans les tombes anonymes du cimetière militaire de Thiaroye, mais avaient été jetés dans des fosses communes. Et un peu plus tard, j'ai eu le témoignage du fils d'un médecin qui était présent à l'hôpital principal de Dakar. Et donc, on sait maintenant que les blessés ont été achevés à l'hôpital. C'est pour ça qu'il n'y a aucune trace dans les archives de ces blessés. Donc, j'ai fait en 2014, je me suis permise de faire un devoir d'alerte, que ce soit au président de la République, à Christiane Taubira, puisque je savais donc que des hommes avaient été condamnés pour un crime qu'ils n'avaient pas commis, ainsi qu'au ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, à l'époque. Je pensais, un peu naïvement et de manière ingénue, que la parole de l'historienne, après tant d'années de recherche, allait être entendue. Eh bien, ça n'a pas été le cas du tout. Au contraire, puisque le ministère de la Défense a monté une exposition sur les tirailleurs sénégalais avec 3 panneaux sur Thiaroye, mais destinés uniquement aux pays d'Afrique subsaharienne. Et cette exposition devait donc être inaugurée par François Hollande, qui devait effectivement se déplacer en novembre 2014 pour les 70 ans du pas massacre de Thiaroye, parce qu'il ne prononçait pas ce mot, des événements de Thiaroye ou de la mutinerie de Thiaroye, si on veut. Et donc, ça a été donc, François Hollande a prononcé un discours qui, en fait, a relayé le mensonge d'État. Et j'étais un peu défaite pour le moins, mais je voudrais quand même revenir, parce que là je vais un peu trop vite, mais est-ce que vous pouvez passer la photo numéro 3 voilà. Je vous ai dit donc qu'il y avait eu 34 condamnations. Là je vous présente Antoine Abibou, qui était le plus lourdement condamné à 10 ans de prison avec dégradation militaire. Voilà. Et après, je voudrais bien que vous me montriez la photo numéro 4 pour que je puisse vous présenter, pour humaniser un peu aussi mon discours. Voilà, ça c'est le seul visage d'une victime que j'ai pu retrouver. Il s'appelle Mbap Sangor et il se peut qu'il fasse partie des blessés qui ont été achevés à l'hôpital principal de Dakar. Alors, je voudrais maintenant que, si vous pouvez bien me passer la photo numéro 10, je vais vous montrer juste cette… c'est pas celle-là, il faut aller un peu plus loin, la photo numéro… Oui, parce que j'ai pas mis… Voilà, celle-là. Donc,
en 2014, donc, le ministère de la Défense a monté cette exposition avec 3 panneaux sur Tiaroy. Et là, je vous montre juste un extrait où il parle du général qui aurait été séquestré pendant plusieurs heures, alors que même les rapports les plus mensongers n'évoquent même pas la séquestration de ce général. Il parle que sa voiture a été un petit peu bloquée. Et il y a un autre panneau qui s'appelle Conséquences, où là, le ministère de la Défense dit que de toute façon, on ne saura jamais le nombre de victimes. C'était en gros, fermez le banc, ça ne sert plus à rien de chercher quoi que ce soit, vous ne trouverez rien de plus. Donc, c'était une façon de me dire, les recherches vont s'arrêter là, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Et le discours de François Hollande, donc le 30 novembre 2014, m'a un petit peu atterré, puisque certes, il a reconnu que ces hommes n'avaient pas perçu leur dû, mais il a reconnu que les victimes n'étaient pas dans les tombes du cimetière militaire, mais par contre, l'endroit de leur sépulture demeurait inconnu, ce qui m'a semblé un peu surprenant, parce que quand même, si l'armée française a tué des hommes, il est bien évident que l'armée française sait où est-ce qu'elle a mis les corps. Et ensuite, ce qui m'a où j'ai fini par comprendre que ça serait un petit peu compliqué pour moi en tant qu'historienne, c'est que François Hollande a dit aussi que ces hommes s'étaient rassemblés d'eux-mêmes pour crier leur indignation, alors qu'ils ont bien sûr été rassemblés sur ordre des officiers devant les automitrailleuses, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc au final, à partir de 2014 jusqu'à aujourd'hui, c'est un combat. C'est le combat d'une historienne, mais c'est le combat aussi de familles qui, contre cette négation d'un crime qui est demeuré impuni, c'est-à-dire ce massacre prémédité par l'armée française. Alors, je voudrais donc vous présenter un homme. C'est la photo numéro 5, si vous voulez bien. Oui, je n'ai pas mis dans l'ordre. Hein, voilà. Là, je voudrais vous présenter Biram Sangor, qui est donc le fils de Mbap Sangor, que j'ai pu retrouver parce que dès les années 70, il avait demandé des explications à la France sur la mort de son père, puis en 1983 auprès de François Mitterrand. Et donc, je l'ai retrouvé à Diarao, dans sa ville au Sénégal. Et voilà, nous avons décidé, enfin moi j'avais décidé de me battre pour obtenir un peu m'approcher de la vérité, Biram Sangor aussi, mais aussi des familles de condamnés. Donc en fait, ce qu'il faut obtenir maintenant, c'est les archives qui sont restées auprès des forces françaises au Sénégal, qui ont été dissoutes en 2011, parce que évidemment, moi je n'ai travaillé que sur des archives falsifiées, des documents tronqués, mais les vraies archives, les plus sensibles, eh bien, elles sont restées effectivement au Sénégal, auprès des forces françaises. Dans ces archives, il y a la liste des rapatriés, la liste des victimes, la cartographie des fosses communes, tout le calcul des soldes de captivité, etc. Donc, il faut absolument donc, obtenir ces archives. Ensuite, il faut obtenir la fouille et l'exhumation des corps des fosses communes. Alors, si vous voulez bien me montrer la photo numéro 14, s'il vous plaît. Je vais vous montrer donc l'endroit des fosses communes. Voilà, c'est ici. C'est la Croix-Rouge. Alors, j'ai pu déterminer cet emplacement grâce en fait au dernier commandant des forces françaises au Sénégal, puisqu'il a dit à un journaliste de la Croix, lorsqu'il avait été interviewé, qu'on savait où étaient les fosses communes. D'ailleurs, l'endroit avait été recouvert d'un dépôt d'ordures. Donc, si vous pouvez montrer la photo d'avant, donc c'est la 12. Voilà. Donc, en fait, on ne voit pas bien, mais il y a un pointillé. Ça, c'est le plan que j'ai retrouvé aux ANOM, où c'est le plan de l'opération. Et donc, il y a un pointillé, un cercle en pointillé. Et là, j'ai compris que c'était l'endroit l'endroit des fosses communes, grâce donc à ce que nous a dit le dernier commandant des forces françaises au Sénégal, sachant que je suis allée sur place, donc sur ce cercle qu'on voit. Si vous pouvez repasser la
la photo d'après, des fosses communes. Donc, en fait, à cet endroit-là où il y a la croix, il y a des chape, il y a des dalles de béton qui ont été coulées. Et quand il y a des fosses communes, pour éviter que les familles viennent chercher les corps, eh bien, on coule des dalles de béton. Donc, ici, il y a des dalles de béton et vraisemblablement, donc, il y a des fosses communes, au nombre certainement de 3 qui sont là, avec une autre fosse commune au sein du cimetière où je pense qu'il y a les corps des blessés, mortellement blessés ou blessés achevés. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, il faut obtenir absolument l'exhumation des corps et il faut aussi obtenir le procès en révision pour innocenter ces 34 hommes qui ont été condamnés pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Et bien sûr, réparation aux familles. Alors, nous avons, avec les familles, nous avons alerté plusieurs fois le ministère des Armées qui ne répondait jamais. Donc, en fait, nous avons saisi la justice administrative. Moi, je l'ai saisi pour avoir les archives et Biram Sangor a saisi aussi le tribunal administratif de Paris pour avoir le paiement des sommes dont son père a été spolié. Et puis, alors il me reste 5 minutes, c'est ça? Pas plus? Bon, alors on va aller assez vite. Je voudrais juste parler de ces archives parce que donc j'ai un jugement qui vient de tomber en janvier 2021, donc c'est tout récent. Mais ça a été, ma requête pour avoir les archives a été rejetée par le tribunal administratif de Paris. Alors, je vais donc saisir le Conseil d'État. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans l'explication, mais en fait, il y a un vice de procédure, puisque, voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais enfin, donc, je vais saisir le Conseil d'État pour essayer d'avoir donc ces archives qui sont restées sans doute au ministère des Armées quelque part, puisque, voilà, elles sont bien quelque part. Alors, je vais, si vous voulez bien montrer la photo numéro 6, qui est très importante. Voilà. Donc, pourquoi je sais que des archives ne sont pas au service historique de la défense, notamment grâce à ce genre de documents, puisque le ministère des Armées a pu dire que Mbab Sangor n'était pas déserteur, mais alors que le directeur du service historique de la défense dit qu'il n'a pas les archives permettant de dire que Mbab Sangor n'était pas un déserteur. Donc, un document existe quelque part qui est donc au ministère des Armées, entre autres. Mais il y a d'autres documents qui apparaissent comme ça et qui ne sont pas classés au service historique de la défense. Donc, voilà, je regrette que les magistrats ne m'aient pas donné raison pour enjoindre la ministre à me permettre, et d'autres aussi chercheurs, et le grand public aussi, avoir ces archives, puisqu'il y a une dérogation générale qui a été signée par le ministre Le Drian en 2014. Donc ensuite, Biram Sangor, lui aussi, sa requête a été rejetée au prétexte qu'il n'a pas pu démontrer la tromperie de l'État. Or, je ne vais pas pouvoir, parce que je n'ai pas assez de temps, mais en fait, le ministère de la Défense, regardez bien la date parce que c'est important, sur ce document, vous voyez qu'il s'est marqué qu'il a embarqué à Morlaix le 1er novembre 1944. Et si, en fait, c'est une date qui a été falsifiée exprès pour essayer de camoufler la tromperie de l'État. Parce que ce n'est pas le 1er novembre que Mbab Sangor a embarqué, c'est le 5 novembre et le ministère de la Guerre a fait croire que ces hommes avaient eu l'intégralité de leur solde. Donc, évidemment que si le ministère et si les magistrats avaient notifié la bonne date, c'était oui, il y a eu tromperie de l'État, donc il n'y a pas de prescription sur le paiement et le remboursement des sommes qui ont été spoliées. Et donc, pour finir, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai demandé à la ministre des Armées de rectifier toutes les dates qui ont été falsifiées. Alors, si vous voulez bien me montrer une autre, la photo numéro 7, par exemple, voilà. Parce que là, moi, j'étais chercher à Londres le carnet de bord du navire et on voit bien que le navire, il est arrivé à Morlaix le 4 et est parti le 5. Donc, évidemment, Mbab Sangor n'a pas pu quitter Morlaix le 1er.
Et si vous voulez bien mettre la photo numéro 9, voilà. Et là, c'est la fiche d'un tirailleur qui a été condamné. Et là, c'est carrément marqué qu'il est parti le 13 novembre de Morlaix. Donc, en fait, la machination diabolique continue encore puisque le ministère des Armées donne les mauvaises dates pour aussi que la justice ne puisse pas intervenir. Donc, j'ai saisi la justice le tribunal administratif pour faire rectifier pour tous les condamnés, pour les victimes, cette date falsifiée, et je viens de recevoir une ordonnance de non-lieu au prétexte que je n'ai pas intérêt à agir. Donc, en fait, plus je m'approche d'une vérité qui dérange, plus la justice met des bâtons dans les roues. Et donc, je me pose des questions, parce que je ne vais pas aller beaucoup plus loin maintenant, mais que se passe-t-il avec la justice administrative? Pourquoi ne montre-t-elle pas un peu plus de courage contre une administration, certes toute puissante vis-à-vis des familles et de la mémoire de ces hommes qui étaient venus quand même pour se battre pour la France et contre l'ennemi allemand? Et vraiment, je me demande qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette mémoire ne soit plus salie et que, alors, il y a puisque mon travail d'historienne, bon, voilà, avec la justice, ce n'est pas une judiciarisation de l'histoire, mais j'essaye de m'approcher de la vérité et pour aussi rendre justice. Donc, je pense aussi à la fiction qui est un élément important pour que le grand public soit informé de ce massacre de Thiaroye. Donc, il y a eu la bande dessinée Mort par la France de Pat Perna, Nicolas Otero, où j'ai accepté d'être un personnage avec Biram Sangor et son père Mbab Sangor. Mais il y a aussi la pièce de théâtre de Alexandra Badea, Point de non-retour Thiaroye. Et il y a aussi avec Stomy Bugsy et sa pièce de théâtre qui évoque Thiaroye, Un jour j'irai à Détroit. Je pense qu'il faut magnifier la mémoire de ces hommes par l'art, et aussi par encore des recherches d'historiens. Mais un jour, ces hommes auront une sépulture digne, ces hommes seront innocentés et les familles auront une réparation. Je pense que pour l'apaisement aussi de nos mémoires collectives, c'est important. Voilà. Merci beaucoup, Madame Mabon, pour cette présentation très enrichissante, encore une fois, et qui démontre toutes les complexités administratives et le rôle très ambigu de l'État dans ce massacre, comme vous le dites, particulièrement peu connu, mais très révélateur de cette situation en général. Donc, sans plus attendre, maintenant, nous allons passer à la présentation de Madame Cadot, qui va nous faire changer de continent pour nous focaliser vraiment sur les mémoires oubliées en Europe, ainsi que sur les différents... alors, je vais arrêter le partage d'écran, ainsi que sur les différents aspects que ces mémoires a eu égard à l'intégration à l'Union européenne. Donc, Madame Cadot, sans plus attendre, je vous donne la parole. Merci beaucoup, j'espère que vous allez m'entendre. J'ai été déconnectée une fois, j'espère que ça va fonctionner. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation et puis je suis vraiment très impressionnée par les deux collègues historiennes et voilà, ce que je ne suis pas, parce que je ne suis pas une historienne, donc je vais vous proposer quelque chose d'un petit peu différent certainement dans le format et dans les sources. Mais voilà, je trouve qu'on touche du doigt vraiment ce pourquoi il est nécessaire d'ouvrir des archives. Et on sait qu'on a eu cette déclaration récente de ce que des archives allaient être ouvertes. Ce n'est pas tout de pouvoir les ouvrir. Encore faut-il avoir l'autorisation d'y accéder, ce qui est encore une autre chose. Voilà, donc on touche du doigt là des questions très, très, très récentes, très contemporaines en tout cas. Alors, je vais partager mon écran également. Il faudrait que vous m'autorisiez à partager mon écran, peut-être Théo. Pour l'instant, je n'ai pas le droit. L'animateur a désactivé le partage d'écran pour les participants. Il faudrait que je sois soit co-hôte peut-être pour partager. Ça marche. Merci. Ça devrait marcher. Alors, normalement... C'est bon, ça marche. C'est bon? Parfait. Alors, je vais essayer de le mettre en plein écran, si j'y arrive. Voilà. C'est bon, normalement, vous devez voir en plein écran. Ça passe? C'est bon, c'est parfait. Alors, je vais vous proposer des documents
Merci. Je vais vous proposer des documents un petit peu différents. Je ne suis pas historienne, donc je ne vais pas faire une histoire. J'en serais bien incapable d'ailleurs à l'échelle de l'Union européenne, des mémoires oubliées de l'intégration européenne, mais je vais essayer de mentionner, disons, quelques pistes sur lesquelles je travaille et qui prennent comme source essentiellement des documents visuels pour montrer comment le travail de la mémoire ou le travail sur les politiques de la mémoire peut permettre de travailler évidemment sur le texte, sur les archives, à base d'entretien, mais également à base de documents visuels ou scénographiés. Et puis je pense que je vais partager en fin d'intervention le constat fait par Armelle sur la nécessité aussi de travailler avec des artistes. J'utiliserai pas le mot magnifier, mais le mot permettre d'interroger en fait des récits dominants de l'histoire de l'intégration européenne. Et je pense que pour cela, des exemples qui se font dans d'autres types de musées, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Canada, sont autant d'exemples qui montrent qu'on peut travailler sur l'histoire et sur la mémoire à l'aide notamment d'outils et d'œuvres artistiques. Le premier point, je vais essayer d'aller assez vite parce que j'ai beaucoup de diapos, c'est de partir de l'idée qu'il y a un récit dominant de l'intégration européenne diffusé dans chacun des États membres et qui, en général, prend comme figure fondatrice l'intellectuel public ou l'homme politique national pour montrer en quoi il a pu être un précurseur ou un père fondateur de l'histoire de l'intégration européenne. Et chacun des États membres ne fait pas exception à la règle. Et il va trouver un Italien chez les Italiens pour parler de l'histoire de l'intégration européenne. Chez nous, on a surtout Monet et Schuman, mais on a aussi Victor Hugo. Les Anglais ou au Royaume-Uni utilisent souvent Churchill, les Allemands utilisent Eisenhower, les Italiens utilisent Spinelli, etc. etc. Et les Belges utilisent Spaak. Mais un relatif point commun, c'est cet angle mort, cette mémoire qui n'existe pas ou très peu, et une histoire particulièrement invisibilisée, par exemple dans les musées et par exemple aussi dans les manuels scolaires, qui est le rapport à la colonisation. Et pourtant, on en voit des signes assez évidents, facilement trouvables, sur lesquels des historiens et des historiennes ont déjà travaillé. Par exemple, lorsqu'on revient sur la mission civilisatrice française, dont on trouve des traces aussi dans les discours, par exemple, de Victor Hugo sur les États-Unis d'Europe. Finalement, il dit les États-Unis d'Europe, c'est un projet unificateur et pacificateur qui vise à déployer la mission civilisatrice occidentale dans les zones désertiques africaines. Et on sait bien que ces zones désertiques-là, elles ne sont pas vraiment désertiques. On voit bien qu'il y a des bribes d'une idée d'une Europe civilisatrice et pacificatrice. Et évidemment, cette idée-là, elle existe pendant l'entre-deux-guerres énormément. On la trouve dans des pétitions, par exemple, qui vont être lancées en soutien aux menées italiennes en Éthiopie également, plutôt signées par une droite et une extrême droite française. Mais on va la trouver aussi après la Seconde Guerre mondiale, et pas seulement pendant l'entre-deux-guerres, au moment où on essaye de trouver des solutions pacificatrices aux conflits inter-européens des États-nations. On va la trouver aussi dans certaines bribes et dans certains discours que l'on va trouver, y compris chez Schuman, notamment en 1950, dans cet extrait que vous avez ci-dessous, que l'on rappelle parfois. Alors je pense que la nécessité de travailler sur ces périodes-là, y compris pour les figures les plus sanctuarisées de l'histoire de la construction européenne, c'est aussi une nécessité, j'allais dire presque politique, même si mon rôle n'est pas celui-là aujourd'hui, mais je pense que c'est aussi un rôle que peuvent porter d'autres partis politiques que les partis conspirationnistes, europhobes, eurosceptiques, qui sont, dans le cadre de micro-partis, par exemple, comme l'UPR, les seuls, pour l'instant, à mentionner ce type d'oubli, de conspiration, etc. Les historiens parleront, ou les politistes ou les sociologues parleront de narration dominante, sans parler de conspiration. Voilà. Mais cet aveuglement, en fait, ces mémoires oubliées, elles sont récupérées ensuite et elles sont utilisées, au fond, pour servir d'autres types d'idéologie, qui est le grand complot des pères fondateurs pro-américains, colonialistes, etc., etc. Donc je pense que c'est intéressant de parler de ces mémoires oubliées aussi pour, j'allais dire, ne pas laisser
ce regard critique sur les narrations dominantes aux seules mains des partis d'extrême droite ou des partis europhobes. Ici, vous en avez l'expression, alors elle est reprise par l'UPR, j'en suis un peu désolée par ailleurs, parce que je ne suis pas du tout je suis pas en sympathie avec ce micro-parti, mais le rappel de ce que Victor Hugo a généralement, ce discours au Congrès de la paix, où on coupe la partie qui est relative justement à la colonisation africaine et à la mise en commun des colonies, c'est évidemment quelque chose que l'on revoit systématiquement et qui est systématiquement éludé des commémorations de la pensée de Hugo et des écrits de Hugo. On en a eu le cas en 2002 lors de l'année Victor Hugo, qui a célébré le bicentenaire de sa naissance, si je ne me trompe pas, et où, en général, on rappelle les États-Unis d'Europe, mais on ne rappelle pas, on ne remet pas dans le contexte, sans vouloir faire de Hugo un raciste ou un racialiste, néanmoins, remettre la pensée de Hugo dans le contexte de la mission civilisatrice française, c'est quelque chose qui me semble assez logique et assez intéressant, même pour des scolaires. Ici, on peut voir que, par exemple, Hugo est un auteur qui ressort régulièrement tous les 50 ans, que ce soit le bicentenaire de sa naissance, de sa mort, le 50e anniversaire de sa naissance, de sa mort. Vous avez ici un travail qui a été fait sur les publications de Hugo et qui montre justement à quel point Victor Hugo est une figure utilisée dans une politique en fait de la commémoration des États-Unis d'Europe, sans jamais que le travail, j'allais dire, de remise en contexte historique soit fait, parce que les publications qui sortent sont en général plutôt hagiographiques et servent des pratiques commémoratives qui sont en général guidées par le haut, par les institutions. Et pourtant, il est très facile désormais de trouver des sources pour travailler sur la notion d'Eurafrique, par exemple, pour travailler sur cette notion de colonisation de l'Afrique qui servirait à un projet d'unification européenne. Vous avez des bases de données auxquelles ont accès maintenant tous les étudiants qui sont inscrits dans des universités, des bases de données comme RetroNews, Europress, et on interroge par mots-clés et on trouve, par exemple, la présentation de la Pan-Europe de Koudelov-Galergi dans un journal de 1929 qui reflète une bonne partie de la pensée dominante de l'époque, les États-Unis d'Europe, ou la pensée fédérative sur l'Europe pendant l'entre-deux-guerres. Elle est essentiellement faite autour de la mise en commun des colonies et d'une exploitation concertée des colonies. C'est très facile à trouver, les sources ne sont pas difficiles à trouver, elles ne sont pas inaccessibles. Ce qui manque, c'est de pouvoir rapporter ces sources-là dans des musées, dans des manuels scolaires, afin qu'un récit plus pluriel, disons, puisse émerger sur les sources ou les pères fondateurs de l'Europe, sans, d'une part, vouloir forcément dénuer l'identité du projet même, puisqu'il n'y a pas forcément identité de projet entre le projet, par exemple, ici, présenté en 1929, et l'Union européenne d'aujourd'hui. Justement, il s'agit de remettre dans un contexte historique particulier et d'en tracer une réflexion à partir de ça. Ici, vous avez une couverture médiatique qui est postérieure à la Seconde Guerre mondiale et où on voit aussi toute la dimension critique qu'il y avait au projet de Schuman, au projet porté de Communauté européenne de défense, et la grande méfiance qu'un journal comme la France Nouvelle, affilié au Parti communiste, avait à l'époque pour le projet d'unification européenne porté en 1954. Ici, on renvoie à l'Allemagne, à son stéréotype revancharde et nazi. Si l'Allemagne veut intégrer une armée européenne, c'est donc pour reprocéder à nouveau à la Shoah, à l'extermination de la barbarie nazie. Donc évidemment, on a ici une interprétation, une fabrication ici d'une critique du projet européen qui évidemment est empreinte de la tutelle soviétique, évidemment. Néanmoins, elle est quand même particulièrement peu anticolonialiste dans la France nouvelle. On a déjà vu des pratiques, des discours anticoloniaux beaucoup plus marqués, et notamment dans des journaux russes, soviétiques plutôt, pardon, comme Crocodile, que je vais vous montrer après. Le rapport ici à la colonisation, la critique du projet d'intégration européenne en rapport à la colonisation européenne, elle est très discrète, y compris dans des journaux qui sont des journaux disons, qui travaillent à l'internationale ouvrière, mais qui voient la question coloniale comme une question secondaire avant d'abord de pointer du doigt l'allemand revanchard et dangereux.
Ici, vous avez une différence, par exemple, avec l'hebdomadaire soviétique dont je parlais, qui là, par contre, va moquer la façon dont les Européens, finalement, doivent dire adieu à un moment donné à leur empire colonial pour pouvoir s'unir. Et ce n'est pas tout à fait le type de couverture que l'on a, en tout cas, dans la France Nouvelle, dont j'ai passé quelques illustrations préalables. Donc la comparaison européenne, pourquoi faire ici? Elle est intéressante parce que l'on voit qu'il y a dans chacun des pays concernés des réflexions contemporaines sur le passé colonial, sur ce que les mémoires peuvent faire ou ce qu'elles n'ont pas fait jusqu'à présent, éventuellement. Et on va surtout, vous connaissez peut-être le proverbe, lorsque l'on se regarde, on se désole, lorsque l'on se compare, on se console. Et c'est un peu ce qui se passe à l'échelle européenne. Au Portugal, par exemple, on va se comparer et un certain nombre de politiques et d'intellectuels publics vont parler d'une colonisation douce du Portugal, par exemple au Mozambique, vont comparer la pratique coloniale portugaise à celle de la France, des Britanniques, etc. et vont considérer que finalement, les colonisés portugais avaient plus de droits. Et puis, ça se passait quand même dans des périodes, y compris pendant des périodes de dictature. Donc, ce n'est pas comparable vraiment. À chaque fois qu'une comparaison à l'échelle européenne d'un phénomène de colonisation va se faire, c'est très souvent pour s'excuser finalement d'être un peu différent. En Allemagne, finalement, le rapport à la colonisation, il a toujours été présenté en disant nous avions peu de colonies et finalement, nous ne les avons pas eues très longtemps. Donc, à quoi bon travailler sur cette mémoire coloniale puisque nous avons déjà tellement à faire avec la mémoire de la Shoah. Et il faudra attendre 1995 pour que l'ancien président allemand puisse dire quelque chose. Il l'a pendant très longtemps éludé. Le rapport au passé colonial de l'Allemagne n'est pas non plus quelque chose qui s'est fait sur le même mode que la gestion du passé est-allemand ou de la Shoah. Il n'a vraiment rien eu à voir avec ce traitement-là. Donc, il y a réellement une difficulté européenne à parler de l'histoire et de la mémoire du colonialisme, que ce soit dans des cadres de l'État-nation, mais aussi parce que le cadre européen a bien longtemps servi à s'excuser d'être un peu moins pire que les autres. Ici, vous avez aussi, dans le cadre d'accession à la citoyenneté britannique, des débats très récents sur le fait que les manuels qui apprennent notamment aux migrants comment répondre aux tests et comment être de bons et futurs citoyens britanniques n'abordent que de façon très, très imparfaite la question de la décolonisation en tant que phénomène violent. Donc, vous avez ici une couverture par le magazine Journal History, magazine tout à fait réputé dans lequel interviennent des historiens britanniques et pas que britanniques, et une étude qui a été faite de ces manuels, de ces handbooks d'apprentissage à la citoyenneté et qui posent problème également. Donc, je vous rappelle ici une citation de Herman Van Rompuy, donc, qui a dit en 2019, si je ne me trompe pas, en rapport direct avec cette mémoire difficile de la colonisation, en Europe, nous négligeons parfois de regarder le poids de l'histoire récente, la façon dont les gens dans certaines parties du monde nous regardent. Et cette phrase qui semblait un petit peu cryptique était directement liée à cette invisibilité en fait, du débat public sur la mémoire de la colonisation et l'histoire de la colonisation. Les deux ne sont pas tout à fait identiques, évidemment, au niveau européen, au niveau communautaire cette fois. Donc j'ai noté un certain nombre de points et puis je vais aller ensuite assez vite sur les dernières diapos puisqu'il en reste pas mal, mais les points sur lesquels peut-être nous pourrons revenir dans la discussion. Le premier point, c'est le fait que la concentration des questions mémorielles à l'échelle des communautés européennes, c'est surtout né d'un clivage autour de la Seconde Guerre mondiale. Elles ont essentiellement été mobilisées autour de la question de la Shoah et de la mémoire des totalitarismes soviétiques et nazis. Un tout petit peu moins autour des totalitarismes ou régimes autoritaires italiens et espagnols, mais c'est surtout autour de cette clivage et d'un clivage mémoriel qui semblait séparer l'Est et l'Ouest, avec cette idée que la mémoire du communisme, notamment en France, est plutôt une mémoire libératrice, alors que la mémoire du communisme à l'Est et en Europe centrale est une mémoire totalisante. Et cette idée que le temps zéro de la construction européenne ne peut pas, pour les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, être placé juste après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, du coup, ça a rendu probablement invisible tout un pan de la question mémorielle et de la question aussi historique de savoir comment on racontait
le rapport à la colonisation que l'on pouvait avoir dans ces narrations que l'on a habituellement, dans les manuels scolaires, dans les musées, quand on parlait de l'intégration européenne. Les grandes étapes de la construction européenne, elles occupent très largement les questions liées à la coopération politique de développement et leur rapport aux anciennes tutelles coloniales. Et évidemment, la question de la décolonisation n'a pas été plus abordée. Dès lors, lorsqu'on a abordé récemment, mais on le fait en fait régulièrement, la question des sécessionnismes, la cancel culture, la question des statuts et ces républiques qui ne déboulonneraient soi-disant pas les statuts, je crois que ceux qui travaillent en tant qu'historiens sur les statuts et la statuaire de place publique savent que cette affirmation-là, elle est éminemment problématique. Là, évidemment que la République et les républiques ont déboulonné des statuts, et je pense qu'à l'échelle de l'Union européenne, la question se pose également. Quel statut serait à déboulonner ou pas, ou en tout cas autour de quel statut nous pourrions nous interroger. Et si le débat se pose essentiellement dans le cadre de l'État-nation, c'est aussi que c'est pour l'instant l'État-nation qui dispose des pouvoirs, de prérogatives, des politiques commémoratives, de l'aménagement des noms de rue, c'est parfois un pouvoir extrêmement local, c'est les municipalités en général, et que donc cette question-là tarde à poindre au niveau communautaire parce que c'est l'essentiel des politiques publiques commémoratives qui sont en jeu et que celles-ci sont des prérogatives des souverainetés nationales et d'exécutifs locaux. Donc très peu de débats à l'échelle communautaire, alors même qu'on produit du communautaire commémoratif tous les jours. Donc au fond, par ailleurs, que peuvent les politiques de mémoire? Et là, c'est là où je suis beaucoup plus sceptique, évidemment, sur l'usage du mot et de l'expression devoir de mémoire, comme beaucoup, je pense, de mes collègues. Le terme de devoir de mémoire est une expression qui n'est pas née dans le champ universitaire. Il est né dans le champ associatif, politique, militant. Mais je pense qu'il faut distinguer, du point de vue universitaire en tout cas, les recherches qui sont menées sur les politiques publiques de la mémoire mentionnent toutes les limites de vouloir imposer par le haut des politiques de mémoire qui, d'un coup, viendraient s'inscrire dans nos mémoires collectives du jour au lendemain par un manuel scolaire ou un musée. La plupart du temps, c'est parce qu'il y a une convergence en fait, de ces politiques de mémoire dans différents cénacles, scolaires, familiales, éducatifs, politiques, générationnels également, qu'on peut certainement peut-être identifier quelques effets. Mais c'est très difficile d'en mesurer les effets et les politiques de mémoire, j'allais dire, faites par le haut, elles toutes seules, à vrai dire, par définition, ne peuvent rien. Contre l'oubli, par définition, j'allais dire, on ne peut rien. Et si les choses ne sont pas oubliées, alors on ne parle pas d'oubli. Il faut juste aller les rechercher là où elles sont enfouies. Donc, comment étudier les statuts déboulonnés ou comment parler de statuts déboulonnés? Je vais vous montrer quelques exemples. Et c'est là aussi où le travail avec les classes, les scolaires, mais aussi à l'université, notamment c'est le cas dans mon université à Paris 8, où le rapport à la construction européenne est vu comme un rapport très étranger parfois, peut donner des réflexions intéressantes sur le sentiment d'étrangèreté que l'on peut avoir à l'histoire de la construction européenne lorsqu'on habite, par exemple, dans le 9-3. Et puis enfin, le dernier point, c'est le refus de l'histoire comme pharmacopée. C'est un certain nombre de mises en garde qu'un certain nombre d'historiens ont pu faire à un moment donné, dont Lucien Febvre. Et il est vrai que pour parler d'engagement militant européen, un certain nombre d'historiens ont cru bien faire en promouvant la fabrique, d'une histoire collective européenne à l'aide de la promotion d'un certain nombre d'outils, d'événements, de statuts, pourquoi pas. C'est aussi dans ce sens-là, je pense que le rapport de Benjamin Stora a été remis, rapport qui ne parle pas du tout à aucun moment d'Europe. On est dans un cadre strictement national et pas du tout en train d'élargir finalement des pratiques qui pourraient être pensées aussi à une échelle éventuellement supranationale, même si, pour ma part, je ne suis pas forcément sûre de ce que ces pratiques-là pourraient avoir un quelconque effet. Juste pour vous montrer quelques exemples en fait, de comment on voit la linéarité, l'aspect très téléologique du discours dominant sur la construction de l'Union européenne, c'est à travers les frises chronologiques, le matériel éducatif qu'on distribue, les expositions qui ont lieu et qui sont faites la plupart du temps sous la houlette plutôt des institutions ou financées ou cofinancées par les institutions et sur lesquelles il y a très peu de prise pour parler d'une histoire coloniale et pour l'illustrer. Vous voyez ici qu'on est essentiellement dans de l'histoire binationale vue de France, dans du franco-allemand, dans de la téléologie, c'est-à-dire un récit d'intégration successif, et
un récit qui n'accepte pas la rupture, qui n'accepte pas l'accident, un récit qui déploie en fait son caractère inéluctable, comme dans toute narration traditionnelle nationale. Donc on emploie les mêmes grammaires ici, les mêmes visuels. Ici, on a tellement un visuel qui parle de téléologie, d'union déjà faite dès le début, qu'à gauche, en haut à gauche, en 1957, l'Allemagne est déjà représentée comme étant unifiée, réunifiée. Petite coquille certainement de l'infographiste, mais je trouve que ça montre bien aussi quelle est la tendance générale à la production de nos matériaux visuels et pédagogiques. Donc on est dans du franco-allemand la plupart du temps, dans de l'inéluctable, dans lequel la colonisation ou la décolonisation n'ont pas leur place. Elles sont invisibilisées. Elles sont invisibilisées aussi, bien qu'on soit en plein dedans, lorsqu'on représente des cartes. Ici, vous voyez que la carte représentant l'Europe ne fait pas du tout mention des colonies ou des territoires colonisés pour lesquels, justement, on est en plein dans la réflexion sur la mise en commun ou sur savoir comment on va traiter juridiquement des relations avec les colonies ou les anciennes colonies, que ça concerne l'espace britannique ou prochainement britannique qui souhaiterait éventuellement intégrer la future communauté européenne, ou que ça concerne l'ensemble des possessions européennes, occidentales, France, Belgique, etc. Donc on invisibilise notamment toute la partie africaine qui n'est pas du tout rendue ici visible. Pourtant, il y a des documents qui montrent que des négociations, des discussions sont faites, que ce soit à Lomé, à Cotonou, mais ce ne sont jamais des documents que l'on voit en général. Et pourtant, il y a des conventions qui s'y passent, elles sont très peu rappelées, les matériaux iconographiques sont très peu utilisés dans les manuels, très peu utilisés dans les choses. Ici, par exemple, sur les hommages rendus à Simone Veil, sur lesquels je travaille en ce moment, c'est très difficile de trouver des matériaux iconographiques qui la représentent ailleurs que en Europe. Et ces expositions, elles sont faites pour imposer par le haut des discours qui sont des discours compréhensibles, notamment par les jeunes publics, et qui ne laissent pas place à l'interrogation, à la critique, non pas à la critique de l'Europe ou de l'histoire européenne pour elle-même, ou pour ce qu'elle pourrait donner, à la critique, en tout cas au regard critique sur une narration dominante. Ici, vous avez la maison de l'histoire européenne qui a ouvert ses portes il y a pas si longtemps que ça, sur laquelle il y a déjà eu quelques travaux, avec, disons, quelques avancées néanmoins sur cette histoire du colonialisme ou sur ce rapport de l'Europe au colonial, que l'on peut voir dans certaines vitrines, ces histoires par frise qui s'échappent un peu comme ça, qui ne sont pas complètement linéaire, même si le parcours du musée est un parcours chronologique, ce qui a pu être un petit peu regrettable peut-être dans les choix d'une narration plus critique et thématique qui aurait pu être choisie. Le dernier étage, en haut, au 6e étage, étant l'étage consacré à l'intégration européenne récente. La plupart du temps, donc, on montre cet enchaînement de traités, cette espèce inéluctable de l'addition des traités les uns derrière les autres, sans qu'aucun incident, aucun événement finalement ne vienne perturber la lente intégration inéluctable des États jusqu'au 28. Seul le Brexit finalement fait exception à cette longue histoire téléologique. Et puis c'est une histoire qui est éminemment européano-centrée, évidemment. Lorsque l'on parle de l'Europe, on a tendance à mettre le petit point rouge sur Paris, vu de France, sur Rome, vu d'Italie, sur Berlin, etc. Donc on a ce prisme statocentré dès lors que l'on veut aborder les mémoires européennes. On va les aborder par l'histoire nationale et à la façon dont elle a pu contribuer à une histoire européenne, ce qui n'aide pas non plus à décloisonner des phénomènes et à parler de colonialisme ou de décolonisation de façon plus générale, en tout cas en trouvant des fils conducteurs, des grammaires communes entre différents pays de l'Union européenne. Pourtant, il en existe. Il y a des cartographes, par exemple, qui reviennent sur les frontières, j'allais dire, de l'Union européenne pour trouver des pré-frontières, les endroits où les migrants meurent pour pouvoir rejoindre l'Union européenne. Ça constitue des pré-frontières de l'Europe. Ça change les codes de représentation cartographique des limites géographiques et juridiques de l'Europe, de l'Union européenne, pardon. Et donc, il y a des méthodes que l'on peut employer, qui viennent ici de la cartographie critique, mais on peut en trouver d'autres aussi ailleurs. J'y reviendrai un peu plus tard. Je reprends des discours que vous connaissez, j'imagine bien, de Nicolas Sarkozy, qui a procédé à deux
de rapprochement un peu problématiques entre l'histoire de l'Afrique et l'histoire de l'Union européenne, en opposant ici, ou en tout cas en disant que cette mémoire n'est pas irréconciliable entre la mémoire de la colonisation africaine et la mémoire de l'Europe. Il dit il y a un pari qui n'est ni plus ni moins raisonnable que celui de l'Europe il y a 60 ans, pardon, une soixantaine d'années. On compare ici finalement le travail de la mémoire à deux espaces qui ne se parlent pas, comme si finalement le travail mémoriel de l'Europe et la réconciliation européenne avait été fait sans les acteurs africains, en séparant finalement deux sphères qui ne se parleraient pas, la sphère conflictuelle de l'Europe avec l'Afrique et la sphère interne de l'Europe qui serait parvenue à la réconciliation sans que l'Afrique soit partie de cette histoire-là, du tout. Et à mon sens, c'est un problème, évidemment. Évidemment, dans ces mémoires oubliées-là, on en voit une ici, celle du 8 mai 1945, les mémoires de la libération. Elles ne sont évidemment pas partagées entre, par exemple, la France et l'Algérie de la même façon, mais entre beaucoup de pays qui célèbrent le 8 mai 1945 comme une fête de la libération et comme le début d'un projet pacifique en Europe et pour l'Europe. Et les massacres qui se sont déroulés à plusieurs endroits en Algérie, les 8 et 9 mai 1945, à Sétif notamment, et qui ont, alors même que les manifestants célébraient également la libération, pour avoir sorti un drapeau algérien à côté des drapeaux français, se sont fait massacrer. Et cette histoire-là du 8 mai et du 8 et de la fête de la libération, elle rappelle néanmoins la difficulté qu'ont un certain nombre de pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est à se sentir réunis par une date commune qui serait le 9 mai, la fête de l'Europe, qu'on n'a pas voulu tout à fait prendre au 8 mai pour ne pas fustiger l'Allemagne et les pays vaincus. Mais le 8 mai ou le 9 mai, en tout cas, cette libération-là n'en est pas une pour un certain nombre de pays, notamment évidemment en Algérie, mais aussi, par exemple, en Tchécoslovaquie. Aujourd'hui, en République tchèque, le 9 mai n'est pas célébré comme une fête de l'Europe, c'est l'entrée des chars soviétiques à Prague et c'est l'occupation, le début d'une deuxième occupation. Et on sait bien que ce rapport à la mémoire, il est particulièrement compliqué en Europe centrale, en Europe de l'Est. On va parler de double occupation. On va même parler d'occupation parfois seulement pour qualifier seulement l'occupation soviétique et pas du tout l'occupation nazie. Et cette même incompréhension de certains pays de l'Union européenne entre eux au sujet de ce que l'on considère être une libération, elle existe tout autant, notamment ici par exemple face à l'Algérie, lorsque l'on voit que le 8 mai ne représente pas du tout la même chose de chaque côté de la Méditerranée. Là encore, on a l'impression que ce discours-là sur l'Afrique, il y a d'un côté l'Europe, de l'autre côté l'Afrique. Le discours de Dakar, il reprend un certain nombre de grammaire, en fait, de l'altérité que l'on trouve aussi dans le discours sur la mission civilisatrice de la France, chez Victor Hugo et chez d'autres aussi, pratiquement 150 ans plus tôt. Et on a cette idée que il y a des mosquées d'un côté, il y a vos mosquées et nos cathédrales. Il n'y aurait donc pas de mosquées en Europe et il n'y aurait pas de cathédrale ailleurs. Il y a cette idée de l'altérité irréconciliable, mais qui pourrait néanmoins dialoguer, mais qui fige néanmoins ces essences comme étant des essences a priori conflictuelles. Et puis je ne parle pas évidemment, mais vous connaissez ce rapport à l'homme africain qui ne serait pas rentré dans l'histoire, ce régime de légitimité d'une histoire qui serait écrite par l'Europe selon les codes européens, pour l'Europe évidemment, et qui magnifierait une histoire longue, pacifiée, là où l'homme africain serait essentialisé comme n'ayant par exemple pas d'histoire écrite. On sait que ce n'est pas vrai, notamment au rapport des manuscrits de Tombouctou. Et on sait que évidemment le rapport à la légitimité des sources historiques, c'est quelque chose qui a été essentiellement construit par l'Europe et notamment pour légitimer ces pratiques coloniales. Du coup, on en arrive à voir des questions un peu problématiques comme ces vandalisations de plaques. Alors j'en vois 5 minutes, ça va, merci. Ces vandalisations de plaques ici qui sont des plaques commémoratives et on comprend que c'est dans ce silence-là des mémoires et de l'histoire cette place de l'Europe inaugurée à Gorée ait pu sembler tout à fait contraire à la place qui est accordée, l'égale dignité, disons, accordée aux mémoires et à l'histoire de la colonisation dans une histoire plus générale de l'intégration européenne. Donc il y a aussi des manifestations par le bas qui viennent s'opposer à un récit dominant par le haut que l'on voit notamment assez récemment.
Et pourtant, on connaît ces mobilisations par le bas. On les a déjà vues s'exprimer à d'autres endroits de l'Union européenne. Et on sait ce qu'il en a été, notamment du rapport à des statues déboulonnées, à des plaques déboulonnées. On a déjà discuté de savoir ce que l'on faisait des statues déboulonnées, notamment en Hongrie. Si vous allez à Budapest, vous pouvez voir des musées de statues. Le Memento Park, c'est un cimetière de statues transformé en musée où on a rassemblé des statues déplacées. En Estonie, on a également déplacé des statues du centre-ville vers l'extérieur, mais on ne les a pas éliminées. À d'autres endroits, on a gardé juste les bottes des statues. C'est-à-dire qu'on marque, on marque dans l'espace public le fait que la statue n'est pas là, mais on n'enlève pas toute la statue. Autant disons de possibilités et d'interrogations sur la place des commémorations dans l'espace public, sur une histoire qui ne nous est pas habituelle, nous, en France, mais que l'on peut aller voir très largement déjà en Europe de l'Est, mais aussi imaginer déployer ailleurs. Donc des politiques de mémoire, pourquoi faire? Je vous engage à lire les ouvrages de Marie-Claire Lavabre et Sarah Gainsburger sur que peuvent les politiques de mémoire. Les politiques de mémoire peuvent pas grand-chose, elles toutes seules, mais elles peuvent au moins permettre de penser la question de la statuaire de place publique, non pas comme une vandalisation pure et simple, non pas comme un sécessionnisme qui interdirait le débat, mais au contraire, comme une modalité du débat lui-même. Changer des cartels, changer des statuts, les déplacer, c'est alimenter le débat aussi. Voilà, à condition de ne pas le laisser, de ne pas le laisser choir dès lors que la statue est tombée. Parce que les statues, une fois qu'elles tombent, ont encore une vie, y compris dans les musées. Et il est tout aussi intéressant de savoir ce qu'elles deviennent après être tombées que de savoir si on les fait tomber ou pas. Je vous rappelle juste que les statues tombent aussi pour ce qui concerne le buste de Schuman, qui a été volé peu avant son inauguration à Thionville. Des lettres anonymes avaient été reçues à ce moment-là pour fustiger la perte de puissance de la sidérurgie et le fait que l'Union européenne tuait la sidérurgie française. Donc, on a déjà déboulonné apparemment des statues sur l'Union européenne. Et ce n'est pas parce qu'il y a des grands hommes que ça fabrique de la citoyenneté européenne pour autant. On a le droit de ne pas savoir qui est Schuman, on a le droit de ne pas forcément reconnaître Schuman. Vous avez là le témoignage de la personne qui avait retrouvé la tête du buste de Schuman et qui ne savait pas qui c'était. Il dit je pensais que c'était Philippe Castelli. Voilà, vaguement une ressemblance pour les plus âgés d'entre nous. Vous saurez que Schuman ressemblait à Philippe Castelli. On a le droit également d'être impertinent avec les statues et avec les musées également, d'interroger des nouvelles façons de faire une grammaire de la mémoire, y compris dans les musées d'histoire. Ici, je vous renvoie au musée de l'histoire européenne en exil, qui était un projet artistique de Thomas Bellink, un artiste belge qui avait proposé de faire un musée de l'histoire européenne dont la capitale était placée en 2040 à Varsovie. Donc c'était une utopie ou une dystropie plutôt, qui prévoyait la fin de l'Union européenne. Mais c'est intéressant pour pouvoir s'interroger de façon critique sur sur nos narrations habituelles de l'Union européenne et sur nos aveuglements. Et puis je renvoyais tout à l'heure à certains historiens qui s'étaient peut-être un tout petit peu égarés dans leur métier d'historien ici, des lieux de mémoire européens. Jacques Le Goff s'est probablement un tout petit peu égaré sur cette idée qu'il entendait certainement en tant que pro-européen pouvoir en trouver et pouvoir participer lui-même à cette fabrication de la mémoire par la découverte de lieux communs européens. Je ne suis pas sûre que ces lieux existent toujours sous cette forme-là. Et sur les pratiques artistiques, voilà ce qu'on peut parfois trouver de la part de photographes, de la part de personnes qui font des statues, qui travaillent sur la notion de crise migratoire ou de réfugiés et de savoir comment on met des traces de cette histoire des migrations dans les musées qui traitent de l'Union européenne, autrement qu'en mettant des valises et des bouées, ce qui est le cas à la Maison de l'Histoire européenne pour l'instant. Et donc le fait que les artistes interviennent maintenant au milieu des collections ethnographiques ou des musées d'histoire doit permettre d'avoir un regard critique sur notre rapport aux objets, aux artefacts, aux cartels, y compris dans les musées, et pas seulement dans les statues ou sur les statues. Et je termine ici avec cet exemple ici d'une première exposition en bas à droite de Fred Wilson, qui est un artiste noir américain, qui était intervenu dans les collections du musée du Maryland, en mettant au milieu des vitrines qui montraient de l'orfèvrerie des fers d'esclaves. Au fond, les attributs de la bourgeoisie blanche américaine ne pouvaient exister que parce qu'il y avait de l'esclavage. Et ça aussi, c'était le travail du fer, au sens propre et non pas au sens figuré ou au sens d'artisanat. À gauche, vous avez cette petite photo qui est prise justement de la Maison de l'Histoire européenne, qui s'est, à mon sens, très directement inspirée
de ces pratiques artistiques qui visent à mettre au sein même des vitrines, des musées d'histoire, non pas le doute, mais un regard critique, un regard interrogateur pour que le visiteur puisse s'interroger de façon critique face à ces narrations dominantes d'une histoire téléologique et sans rupture. Merci beaucoup. Je suis désolée d'avoir été un tout petit peu plus longue. Merci beaucoup, Madame Cadot. Pas de souci pour avoir pris un petit peu plus de temps qu'escompté. Merci à vous trois pour ces présentations extrêmement intéressantes, très variées, mais complémentaires également, puisque on a vraiment aussi une manière de voir le colonialisme et les mémoires oubliées par rapport à cette période, aussi bien en Afrique qu'en Europe ou dans l'imaginaire européen. Alors, il y a déjà une première question d'une participante, Johanna, qui se demandait s'il y avait également des lieux de mémoire concernant l'intégration européenne dans les territoires et les départements d'outre-mer, notamment dans les îles Antillaises ou dans le Pacifique. Alors, je ne sais pas si du coup c'est une question qui s'adresse plutôt à moi ou à mes collègues. Alors, plutôt a priori par rapport à vous, Madame Cadot, mais si Madame Mabon et Madame Tarot veulent aussi répondre, il n'y a pas de souci. Alors, je pense que si elle existe sur une histoire, disons, du 18e, qui est l'histoire du commerce atlantique, essentiellement. C'est-à-dire que c'est là où on raconte une histoire plus longue disons, du commerce mondialisé, en rappelant les origines du commerce triangulaire, etc. On en parle un tout petit peu au Portugal. C'est bien souvent, la plupart du temps, pour se dire plus, comment dire, pour montrer que l'esclavage existait avant le colonialisme portugais. Donc la plupart du temps, quand on aborde la question de la créolité ou de l'esclavage, c'est pour montrer que finalement on était un peu moins pire que les autres et que si les Portugais ont certes colonisé, l'esclavage avait été institué avant. Voilà. Par ailleurs, je ne suis pas une grande connaisseuse de l'histoire du commerce triangulaire, mais voilà, je sais que les travaux de Marcel Dorigny, par exemple, ont beaucoup contribué à rétablir une histoire, disons, des Lumières européennes qui ne fassent pas l'économie de la question de l'esclavage. Merci pour la réponse. Pour la question. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions du public. Moi, j'aurais éventuellement une question concernant, que tous les trois pourraient répondre. Quel est le rôle des pays tiers hors Europe et hors Afrique dans la conscientisation des différents événements que vous avez évoqués? On pense notamment à Robert Paxton, donc historien américain qui a fait un grand travail pour conscientiser autour du régime de Vichy. Est-ce que de telles situations ont également eu lieu, aussi bien pour le massacre de Tiaroy, pour les prostituées au Maghreb et également pour les différentes mémoires que Madame Cadot vient d'évoquer? Oui, je pense que, disons que les historiographies se parlent, elles ne font pas le même travail, elles n'ont pas non plus le même regard, évidemment, là-dessus. Par exemple, on peut prendre l'autre grand massacre dont nous n'avons pas parlé dans la période contemporaine, qui est le 17 octobre 1961, qui a été, pour le coup, vraiment une lutte aussi d'historiens qu'on peut définir comme se définit elle-même Catherine Kotry-Widrowicz et moi-même, d'historiens engagés, qui, évidemment, de Jean-Luc Einaudi jusqu'à nos collègues britanniques aujourd'hui, qui ont permis de regarder aussi cette histoire de manière un peu différente. Voilà, donne de l'épaisseur, de la densité. En fait, finalement, ça procède par accumulation, par strate. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'origine, le 17 octobre 61, ça a été quand même le combat d'un historien engagé, Jean-Luc Einaudi notamment, qui a fait beaucoup sur la question des archives. Et je crois que c'est quelque chose qui nous est, que nous avons en commun. Armelle en a aussi beaucoup parlé. Mais c'est vrai qu'on a un très très gros problème, en particulier en France, pour accéder à un certain nombre d'archives. Et que les archives sont très sensibles et que notre travail d'historien et d'historienne repose essentiellement sur l'accès aux archives. Donc si on nous bloque l'accès aux archives, c'est un geste politique pour empêcher en fait l'irruption dans l'histoire et aussi dans la mémoire collective de
de ces éléments qui sont des éléments traumatiques de notre histoire. Mais un pays, ce n'est pas que des choses positives. Un pays, c'est aussi des choses qu'on doit affronter, qui font partie de ce que nous sommes, n'est-ce pas? Donc, nous devons affronter ces questions, pouvoir les dépasser et puis construire effectivement non seulement des États-nations plus inclusifs, mais aussi une Europe plus inclusive. Et Dieu sait que l'Europe n'est pas très inclusive aujourd'hui, malheureusement. Merci, Madame Tarot, pour la réponse. Je voudrais bien compléter, alors peut-être pas sur les pays tiers, mais faut savoir quand même que les archives consultables, qui sont les archives falsifiées de Thiaroye, ont été remises au Sénégal et que ça fait depuis maintenant, ça va faire 7 ans, et elles ne sont toujours pas consultables par les historiens, par n'importe quelle personne qui pourrait être intéressée pour découvrir cette histoire. Au final, François Hollande, il a donné un cadeau empoisonné au Sénégal. Et en plus, les autres pays, comme le Mali, le Burkina Faso, etc., on ne leur a pas remis ces archives de clés USB avec ces archives numérisées, alors qu'ils sont tout autant concernés que le Sénégal, même peut-être plus, parce que le Mali et la Guinée, il y a eu beaucoup plus de tirailleurs sénégalais qui ont été tués à Thiaroye ou condamnés que des Sénégalais. Donc, après, je ne connais pas beaucoup d'historiens américains en fait, le premier historien qui s'est vraiment intéressé à Thiaroye, c'est justement un Canadien anglophone, dans les fin des années 70. Après, un petit peu moins, mais voilà, il ne pouvait pas accéder aussi non plus aux archives, etc. Mais c'est un Canadien qui a été le précurseur, le premier à révéler l'histoire de Thiaroye. Voilà. Mais c'est ce que je voulais préciser. Merci beaucoup, Madame Madon. Madame Cadot, si vous voulez aussi réagir. Oui, enfin, je voulais juste rebondir sur cette idée que les accès aux archives, c'est évidemment ce qui pose le plus problème aussi. Et on sait très bien que en général, les puissances colonisantes, lorsqu'elles sont parties, entre guillemets, ont bien pris soin de ne pas rendre forcément ces archives très accessibles. Et la plupart du temps, même l'organisation même des archives, des services d'archives dans les pays qui accédaient à l'indépendance, c'est encore des problèmes qui se posent encore aujourd'hui. Donc, pour que ces histoires-là puissent voir le jour, pour que des personnes soient formées à ça, pour qu'elles puissent accéder aux sources, c'est évidemment tout un problème. Mais du point de vue français, dans les études européennes, par exemple, les africanistes sont très, très, très peu nombreux. Je ne le suis pas moi-même d'ailleurs. Il y a aussi, voilà, quand on travaille en tant qu'universitaire sur les études européennes, on est d'abord éventuellement économiste, éventuellement juriste, éventuellement historien ou historienne, et si on l'est, ça sera d'abord éventuellement pour parler peut-être plutôt voilà, d'Europe de l'Est ou du clivage Est-Ouest ou du supposé clivage Est-Ouest, voilà, et beaucoup moins et de façon très minoritaire sur les relations à l'Afrique. Puis-je ajouter quelque chose très rapidement ? J'ajoute que le fait que les archives issues de cette histoire commune soient essentiellement chez nous, dans les anciens pays colonisateurs, pose des problèmes pour que cette histoire soit aussi écrite par les anciens colonisés, qui n'ont pas accès, bien sûr, aux archives. Et je dirais d'autant moins que, comme je l'ai précisé tout à l'heure, l'Europe n'est pas très accueillante et qu'on a ce problème avec les archives, on a ce problème aussi avec les artefacts. Il y a eu un grand débat autour de la rétrocession des œuvres d'art, par exemple. Il faut imaginer que quand on est camerounais, sénégalais, ivoirien, guinéen, eh bien, pour pouvoir accéder à des œuvres majeures de votre culture, il faut aller à Paris, Londres, Bruxelles ou Berlin. Mais encore faut-il pouvoir y aller, n'est-ce pas? Encore faut-il que les pays vous laissent entrer. Donc, on voit bien que là, il y a un énorme problème qu'il faut regarder, encore une fois, très en face. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus tout confisquer, interdire la collaboration, la conversation et dire il n'y a pas d'histoire qui se fait là-bas, il n'y a pas de culture là-bas. Hein, je rappelle quand même, la colonisation, c'est 70% de prédation culturelle des artefacts africains. Donc tout ça, ça pèse très lourdement aussi dans les questions qui nous occupent. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces différents éléments de réponse. On a également une remarque de Clément qui dit qu'on dit que les tirailleurs sont quasi exclusivement sénégalais. Pourtant, il y a eu
d'autres contingents dans d'autres régions d'Afrique. Et donc, selon lui, ça contribuerait en fait à la persistance du traumatisme que ces populations ont pu subir, puisque malheureusement, ces personnes sont également mortes dans les différentes mémoires. Est-ce que vous voudriez réagir à cette affirmation? Sur le terme tirailleur sénégalais, c'est un terme générique. Hein. Évidemment, ça représentait tout, enfin, en tout cas pour la Seconde Guerre mondiale, c'est tous les originaires de l'Afrique occidentale française. Donc, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a beaucoup d'Africains souhaiteraient justement qu'on arrête de dire tirailleurs sénégalais, parce que ça induit en erreur et ça rétrécit un peu cette mémoire. Mais c'est la prégnance aussi de cette capitale de l'Afrique occidentale française. Et moi, à la limite, maintenant, moi, je parle d'hommes ou des ex-prisonniers de guerre plus que des tirailleurs sénégalais. Merci beaucoup pour la réponse. Oui, Madame Cadeau. Oui, je voulais juste revenir là-dessus parce que je crois j'avais été, voilà, je trouve que ça fait le lien avec la question de la mémoire de la Première Guerre mondiale qui a été célébrée comme, alors pas très bien, mais quand même comme un événement européen en fait qui devait nous concerner tous dans l'Union européenne en tout cas, même si les célébrations n'ont pas été si communes que cela, hein, c'était un relatif échec de ce point de vue-là. Mais il y avait quand même quelque chose qui nous a liés aussi, exactement de la même façon que les tirailleurs sénégalais, pas si sénégalais, mais en tout cas qui sont homogénéisés sous cette catégorie-là, sont invisibilisés aussi, et l'ont longtemps été. Ils le sont toujours dans la célébration, par exemple, à l'Arc de Triomphe. Si vous savez comment a été choisi le soldat inconnu, je n'ai pas entendu beaucoup de reportages ou de choses là-dessus. C'est-à-dire qu'on nous dit il y a quelqu'un qui a choisi dans une crypte un corps parmi 6 ou 7, je ne sais plus combien il y en avait, qui avait été rapporté des différentes zones du front, sans savoir vraiment de quelle zone il était ce soldat. Mais ce qu'on savait, c'est que par contre, on n'avait pas accepté de prendre un premier soldat qu'on avait déterré et dont on n'était pas sûr de la nationalité française, parce que son uniforme ne montrait pas qu'il était tellement dégradé qu'on pouvait penser que c'était peut-être un soldat non français, ennemi, en gros. Donc, on a choisi de ne pas tirer au sort, entre guillemets, de ne pas prendre ce premier corps qui avait été déterré, et on a choisi de ne pas prendre le deuxième corps qui avait été déterré, qui était un corps noir, un corps racisé. Et je pense que voilà, on raconte une certaine histoire de la commémoration européenne à travers cette procession, cette flamme sans cesse renouvelée du soldat inconnu et cette mémoire de la Première Guerre mondiale. Mais ces combattants-là n'ont pas été choisis dans une sorte d'universalisme européen absolu qui a déclaré l'égalité des droits à rendre hommage aux combattants européens. Voilà. Pardon. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Peut-être une dernière question de ma part, assez rapidement, quoique c'est toujours compliqué d'y répondre. Quelles seraient au final les perspectives de ces différentes mémoires, notamment dans la relation entre les pays concernés, donc en Afrique pour la plupart, mais également dans d'autres régions du monde, avec les pays européens actuels? Est-ce que vous voyez des évolutions dans la reconnaissance dans ces différents conflits, de ces différents, entre guillemets, devoirs de mémoire, et qui peut déboucher à des normalisations des relations liées à ces événements entre les pays concernés? La question est peut-être un petit peu complexe. Moi, je vais juste... Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est tout ce qui a été fait sur le massacre de Chasselet, là, mais incroyable, quoi. La ministre, la secrétaire d'État s'est déplacée, il y a eu des émissions incroyables. Donc, en fait, et après, on dit que ce n'est plus les SS, c'était l'armée régulière allemande qui a commis le massacre de Chasselet, etc. Mais enfin, je ne sais pas pourquoi il y a eu tant et tant et tant de médias, d'informations sur ce. C'est sûr que c'était terrible, mais en fait, j'ai trouvé que les victimes disparaissaient derrière en fait, qu'il fallait montrer l'ennemi allemand à nouveau dans toute sa cruauté. Et c'est vrai que moi qui travaille sur un massacre commis par l'armée française, alors là, c'est jamais aucun discours là-dessus, forcément. Mais moi, ça m'a impressionné de voir cet élan revenir pour commémorer les massacres, mais sans forcément qu'on mette en avant vraiment les victimes. Bien sûr, elles s'étaient mises en avant un peu, mais
on montrait surtout, mais c'est en fin de compte l'armée régulière allemande qui revenait à la surface avec force. Donc, voilà, moi, je suis sur vraiment du 2 poids, 2 mesures, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que je peux dire 2 mots? Oui, bien sûr. Il me semble que, pour rebondir sur ce que disait Christine Cadot tout à l'heure, il y a ce problème du relativisme, c'est-à-dire de penser toujours sa propre histoire coloniale au regard de celle des autres. Et vous savez sans doute qu'on parle en ce moment de la possibilité d'avoir un musée de la colonisation en France, mais une manière, je pense, intéressante d'intégrer dans l'espace européen cette question, ce serait peut-être aussi d'avoir un musée d'histoire de la décolonisation européenne comme élément vraiment central de notre histoire européenne commune. Parce que nous savons en fait que ça a été un processus tout à fait central, y compris d'ailleurs dans la création de nos propres États-nations. On peut pas vraiment discuter ça, mais on sait par exemple que la colonisation a été une fabrique de la nationalisation des Corses, par exemple. On peut dire la même chose des Irlandais, on peut dire la même chose de bien d'autres peuples qui ont constitué des parties des États-nations européens qui eux-mêmes constituent maintenant cette Union européenne. Donc pourquoi pas, ça pourrait être vraiment très intéressant d'avoir justement un espace muséographique commun qui fasse toute sa place aux colonisations européennes dans l'histoire de l'Europe et du monde. Merci. Vous avez 2 minutes? Oui, bien évidemment. Je pense que la question des musées, elle est vraiment importante, je pense, parce que c'est vrai que c'est la difficulté qu'il y a apparemment à faire un musée qui traite de l'histoire européenne, ça a l'air d'être très compliqué, si j'en crois ce qui s'est passé à Bruxelles et les quelques tentatives qui se font ici ou là, c'est compliqué. C'est aussi le fait de le séparer, peut-être que ça le sépare peut-être trop de réalisations qui pourraient être intégrées à des histoires européennes qui peuvent être discontinues, qui ont le droit de montrer des moments de doute, des moments d'arrêt et parce que c'est des moments d'échec, hein, parce que tant qu'on parle de crise coloniale, par exemple, parce que la crise, c'est censé être un moment d'arrêt temporaire avant que le rouleau ne continue à avancer. Mais vouloir séparer un musée, peut-être que c'est aussi faire une histoire qui ne reprendrait pas sa place dans une grammaire plus générale, en fait, qui serait le fait de pouvoir interroger sa propre histoire de façon critique sans être pour autant accusé d'être anti-européen et sans être complètement non plus chevillé à la mémoire en permanence pour pouvoir décider de ce que l'on veut faire en Europe. Parce que je pense que l'autre écueil de cette question des mémoires, c'est d'une part de la considérer comme un droit et non pas comme un devoir. Et un droit, on a le droit de s'en servir ou pas. On a le droit de choisir de ne pas s'en servir également. Et je pense que pour des populations qui ont été stigmatisées, y compris jusque dans leur corps, par exemple les déportés qui avaient un numéro sur le bras, et qui ont dit à leurs enfants non, ne reproduisez pas ce numéro. Il y a eu un mouvement comme ça de jeunes Israéliens qui ont voulu se retatouer sur l'avant-bras le numéro de déportés de leurs parents et grands-parents et qui étaient aussi engagés dans des mouvements pro-colonisation en fait aussi et pour justifier au fond leur présence sur place. Et les grands-parents ont dit non, pourquoi vous infligez ça? Pourquoi vous infligez sur votre corps un stigmate de la mémoire et de l'histoire que nous aurions voulu éviter? La solution n'est pas dans la mémoire, la solution, elle est dans l'interrogation d'un avenir pour lequel nous n'avons pas en permanence besoin de regarder dans le rétroviseur. Voilà. La mémoire, c'est un rapport qui peut être en termes de légitimité démocratique à participer à une présence dans l'espace public. Ça peut être une égale dignité de participation à l'écriture d'une histoire commune, sans que l'histoire des uns ne prime ou n'élimine celle des autres. Mais je ne suis pas sûre que cette histoire-là ou que cette mémoire-là ait quelque chose à nous dire dans les prochains projets que nous voulons éventuellement porter pour l'Europe ou dans l'accès à la citoyenneté. Ça, c'est purement juridique, c'est un contrat. Si nous voulons faire ceci, si nous sommes majoritaires, alors nous le faisons. Peu importe ces mémoires-là, à vrai dire. Et c'est une thématique dans laquelle vous êtes également experte, le lien entre mémoire et citoyenneté européenne, Madame Cadot. Un grand merci encore une fois pour vos réponses, un grand merci pour vos interventions durant cette conférence de ce soir. Donc, celle-ci touche désormais à sa fin. Un grand merci également au public, notamment sur Facebook, qui nous ont suivis, qui nous ont posé des questions. C'était encore une fois extrêmement intéressant avec vos différents questionnements sur les thématiques non moins intéressantes qui ont été évoquées ce soir. Donc, je rappelle que cette conférence s'est faite dans le cadre du projet Lieu de mémoire que j'ai expliqué en début de conférence.
Donc, prochaine conférence justement le 23 mars prochain, qui aura trait aux différentes mémoires en Europe centrale orientale qui ont été occultées pendant les 45 ans de régime communiste dans ces pays-là. Je rappelle également que cette conférence est enregistrée, donc vous avez tout à fait la possibilité de la revoir comme en replay et ainsi de l'apprécier à tête reposée. Encore une fois, merci Madame Tarot, Madame Mabon et Madame Cadeau pour ces interventions extrêmement intéressantes. Et je souhaite à tout le monde une excellente soirée et une bonne fin de semaine. Merci à vous. Merci à vous et merci pour l'invitation. Merci. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci, très bonne soirée. Bon courage pour les confinements. Oui, on vient d'apprendre, oui. Peut-être. À bientôt. À bientôt. À bientôt.